L'autre type d'accessoire assez classique qu'on trouve sur les réflexes, c'est les filtres. Alors il y a plusieurs catégories de filtres. Le plus commun, c'est ce qu'on appelle le filtre UV, qui porte assez mal son nom maintenant. En gros, c'est un filtre transparent. Initialement, qui servait à filtrer les ultraviolets. Ça pouvait être utile quand on faisait des photos en extérieur par beau temps. Aujourd'hui, il y a déjà un filtre UV devant votre capteur. Donc en gros, l'apport de ce filtre, il est uniquement mécanique, c'est-à-dire qu'il protège la lentille qui est devant. Les gens sont à peu près divisés en deux catégories. Ceux qui trouvent stupide de mettre un filtre d'une qualité optique quelconque ou en tout cas pas très sûr devant une optique ultra précise qui coûte plusieurs centaines d'euros. C'est vrai, je suis d'accord avec eux. On peut néanmoins investir dans des filtres de bonne qualité qui limiteront au maximum les déperditions, la diffraction et la perte de qualité. L'intérêt, c'est quand même que si jamais votre objectif prend le vent, la pluie, le sable, c'est quand même une protection supplémentaire. J'ai tendance à utiliser un filtre, par exemple, sur cet objectif que j'utilise un peu pour tout faire. C'est donc le 17-55 de chez Canon. Parce que, comme c'est un objectif que j'utilise pour un peu tout, c'est souvent celui qui a demeure sur mon boîtier et j'aime bien pouvoir sortir mon réflexe et faire une photo. En gros, j'ai remplacé mon bouchon d'objectif par ce filtre, qui est d'une qualité intermédiaire, on va dire. Et j'utilise très peu le bouchon. Ça veut dire que, en gros, je le mets le soir quand je range l'appareil et quand je prends l'appareil le matin, je retire le bouchon et je le remets plus de la journée. Comme ça, je passe pas mon temps à le chercher, à pas savoir où le mettre. Voilà. Ma lentille est protégée. Si jamais mon appareil, mon objectif a un petit choc, c'est lui qui va prendre et non pas la lentille frontale. Donc c'est quand même une protection pas mal. L'alternative, c'est le pare-soleil, qui va finalement avoir un petit peu le même rôle, en tout cas de protection mécanique. C'est-à-dire que si votre objectif tombe par terre, qui tombe sur le pare-soleil, il y a de fortes chances que le plastique du pare-soleil encaisse le coup et que votre objectif il ait rien, il ne soit pas abîmé. Quand on a un objectif à plusieurs centaines d'euros, même si c'est beaucoup trop cher le bout de plastique, c'est toujours beaucoup moins cher que d'avoir à changer l'objectif. Donc j'utilise pas le filtre sur d'autres objectifs. Par exemple sur le 50 mm, comme je m'en sers un petit peu moins et pour des cas précis, je suis suffisamment soigneux pour ne pas avoir besoin de mettre un filtre. Voilà, il n'y a pas de souci de ce niveau-là. C'est à vous de voir, à vous de tester. Hein. Il y a aussi le moyen classique, vous mettez votre appareil photo sur pied, vous essayez avec et sans filtre, vous comparez en aveugle les deux photos sur votre écran. Si vous arrivez à trouver celle qui est faite avec le filtre, c'est pas terrible. C'est bon. Vous direz, soit le filtre est mauvais, soit je vais l'utiliser sans filtre. Voilà. Il y a des filtres dits créatifs, c'est-à-dire des filtres qui vont améliorer ou au moins donner un aspect différent à votre photo. Le plus classique, c'est le polarisant. L'intérêt du polarisant, il est double. C'est d'assombrir le ciel par beau temps. C'est-à-dire quand il fait vraiment beau, que vous avez un ciel bleu, le polarisant va vous permettre de faire un ciel encore bleu plus profond. C'était très pratique à une époque, à l'époque de l'argentique, où faire ce type de manipulation après la prise de vue, c'était très difficile. Aujourd'hui, assombrir un ciel, si vous utilisez un logiciel du type Photoshop ou Lightroom, ça prend quelques secondes avec une qualité à peu près identique à ce que vous pourriez faire avec le filtre. Donc le polarisant pour ça, c'est un petit peu démodé, ça n'a plus vraiment d'intérêt. L'intérêt par contre qui persiste, c'est le fait que c'est un type de filtre qui supprime
en partie au moins, les réflexions dites non métalliques. Typiquement, vous partez 15 jours à Tahiti, vous avez envie de faire des super photos du lagon, vous voulez éviter qu'on voit finalement le reflet du ciel dans l'eau et vous voulez vraiment montrer que l'eau est super transparente. Avec un filtre polarisant, ça va supprimer une bonne partie des réflexions sur la mer et du coup vous verrez à travers l'eau. C'est vraiment génial. Ça peut être aussi utile pour faire une photo au travers d'une vitrine, par exemple, pour éviter la réflexion de l'extérieur, au travers un pare-brise de voiture ou des choses comme ça. Malgré tout, c'est pas un objectif, c'est un filtre indispensable. Et surtout, c'est un filtre qui coûte assez cher, notamment pour les objectifs où il est vraiment intéressant, c'est-à-dire le grand angle. Si vous avez un grand angle comme ça, donc le 17-55, le fait qu'il ouvre à 17, c'est quand même un grand angle qu'il ouvre. Que la focale soit de 17, pardon. Le diamètre du filtre, c'est 77 mm. C'est assez large, et du coup, un filtre va coûter plusieurs dizaines d'euros pour un intérêt pas certain. Vous avez aussi toute une myriade de filtres dits créatifs proposés par différentes marques qui vous permettent de flouter un peu, d'ajouter des espèces d'étoiles sur les points lumineux, des choses comme ça. C'était très à la mode pendant les années 80. Aujourd'hui, c'est tellement plus simple de le faire en post-production dans Photoshop que ça n'a plus raison vraiment d'être. Le seul filtre qui me paraît encore intéressant, c'est pour moi pour mettre sur mon Xpan, qui est un appareil argentique qui fait des photos panoramiques et qui sert beaucoup pour faire des photos de paysage. C'est un filtre qui n'est pas rond cette fois, il est carré. C'est un dégradé, c'est un gris dégradé. Je ne sais pas si on voit, je vous montrerai de plus près. Et l'intérêt de ce filtre, ça va être de pouvoir, quand on le monte comme ça, sur un support, ça va être d'assombrir le ciel, la partie qui est en haut. Parce que généralement, quand on fait une photo de paysage, on a tendance à avoir un ciel très très clair, très très lumineux. Voilà. Hop. Et le bas, le sol, est beaucoup plus sombre. Du coup, l'écart de luminosité peut être tel, c'est par exemple le cas encore de manière plus forte si on fait un grand contre-jour en ayant le soleil en face de l'objectif, le ciel va être blanc cramé, aucun détail, et le sol va être genre assez sombre. Donc avec un filtre comme ça, on arrive à abaisser la luminosité du ciel sans toucher au sol. Ou inversement, on peut éclaircir le sol sans trop éclaircir le ciel. Bref, ça dépend de comment vous exposez votre photo pour le sol ou pour le ciel. Donc c'est un filtre qui a encore un intérêt aujourd'hui, même en numérique, même si de plus en plus, on a la possibilité, grâce au montage par exemple de l'appareil photo sur un pied, de faire en numérique des photos identiques mais avec des expositions différentes. Une exposition pour le ciel, une exposition pour le sol, et après dans Photoshop ou un autre logiciel de faire un assemblage des deux. Le ciel de notre première photo, le sol de la deuxième. Néanmoins, ça demande du temps. Il faut passer pas mal de temps à aligner ces photos, ou alors il y a certains logiciels qui le font de manière plus ou moins automatique maintenant, mais ça demande quand même de la retouche et passer du temps en post-production, alors qu'avec un filtre comme ça, on peut déjà le prévoir en amont. Bref, ça a encore un intérêt. Hormis ces quelques filtres, il n'y a pas trop d'intérêt à en utiliser d'autres, parce que comme je vous disais, en numérique, on a la possibilité de retoucher ces photos et de finalement recréer par nous-mêmes une bonne partie des effets de ces filtres.